Les Français, dans leur soutien aux agriculteurs, Charlotte Dornelas se disent prêts à préférer des produits français comme ceux que nous dînons ce Mmh. soir avec dégustation, avec plaisir, aux produits importés. Question, on en a beaucoup parlé déjà ici, est-ce que c'est réellement possible de consommer uniquement français, Charlotte Dornelas, si on va s'arrêter sur cette question? D'abord, il y a la question de la réalité, on va dire, de notre consommation aujourd'hui. Il y a un produit alimentaire sur 5 en France qui provient de l'étranger, dans ce que nous mangeons. Alors évidemment, la question du fromage, elle est un peu à part. Dans la question de l'alimentation d'une population globale, évidemment, le fromage, on peut se permettre un peu plus de dépenses sur un fromage que sur les fruits et les légumes, par exemple, ou la viande, notamment dans la question des transformations de produits, bien que ça guette aussi le fromage. Et par ailleurs, les tendances sont à la hausse sur ces importations puisqu'elles ont doublé en seulement 20 ans. Et pourtant, évidemment, à partir de ce constat-là, on se dit avant que ces importations deviennent massives, les Français mangeaient à leur faim. Oui, ils mangeaient à leur faim, mais ils ne mangeaient pas, ils mangeaient pas de la même manière. Ils n'y consacraient pas le même budget. Et en fait, ce chiffre, il est la conséquence de beaucoup de choses en même temps. Il y a la question de la mondialisation de l'agriculture, et on a vu notamment hier avec Dimitri le fait que l'agriculture, en plus dans cette mondialisation, soit une variable d'ajustement bien souvent. La consommation qui a changé avec l'offre. On parle beaucoup du prix, mais il y a également la manière dont on consomme et la manière dont on se nourrit, et qui est parfois bien loin de tout le respect de la nature que par ailleurs auquel on communie par ailleurs tous publiquement. L'exigence verte qui est au cœur d'un monde ouvert, c'est pas l'exigence verte en soi. En soi, les paysans il y a 70 ans étaient infiniment plus verts que n'importe lequel des modèles agricoles aujourd'hui plébiscités. Donc c'est pas la question en soi de cette exigence verte, c'est évidemment dans le modèle tel qu'il est par ailleurs défendu et encouragé par les mêmes. Il y a d'un côté la décroissance de la production, de l'autre côté la croissance des prix et la spécialisation qui est choisie ou subie de l'agriculture française. Voilà au carrefour de quoi on trouve la consommation. Alors, plus concrètement, dans la consommation, outre la question du prix, ce sont les habitudes. D'abord, on mange désormais des produits qui n'existent pas initialement en France. On a changé la consommation. Il suffit de demander tous aux générations précédentes. Il y a des produits que nous mangeons habituellement désormais qu'ils n'avaient jamais goûté en France. Il fallait voyager pour découvrir des produits ailleurs. On consomme par ailleurs hors saison, et je pense même qu'on ne connaît plus les saisons. On ferait un micro-trottoir dans la rue pour savoir quels légumes il faut manger en ce moment. Je pense que plus personne ne sait, en tout cas peu de gens. Il y a la question, d'accord, de la réduction du pouvoir d'achat, mais l'élargissement aussi de la consommation. On a eu plusieurs chroniques de Dimitri là-dessus, mais nous avons beaucoup plus d'indispensables, entre guillemets, qu'avant. Et alors, il y a un chiffre de l'INSEE qui résume le relativisme, on va dire, du budget qui est accordé à la nourriture. C'était 35% du budget d'une famille en 1960, c'est 18% d'une famille aujourd'hui. Donc, vous voyez, certes, il y a une baisse du pouvoir d'achat, mais il y a aussi beaucoup d'achats qui n'existaient pas avant. Ensuite, on a la deuxième partie, plus du côté de l'agriculture. On a une agriculture qui n'est plus, une agriculture française, qui n'est plus autosuffisante dans certains domaines où elle l'était, en raison, alors là c'est pareil, soit de choix, on a dopé certains secteurs au détriment d'autres, soit de normes, on en a beaucoup parlé, des décisions qui sont parfois subies, et de l'importation qui est devenue nécessaire en réponse à toutes ces décisions précédentes. Et l'exemple type, c'est on importe 50% de nos fruits et de légumes et 50% de notre volaille, alors que ce sont deux secteurs que nos agriculteurs maîtrisent, ils savent le faire. Mais à l'inverse, dans notre consommation, on consomme en France plutôt notre lait, alors à perte parfois pour ceux qui le produisent, mais on consomme plutôt du lait français, nos pommes de terre et notre bœuf encore majoritairement. Mais à l'inverse, et là tout le monde va comprendre immédiatement ce que je dis sur la consommation, il est quasiment impossible, en tout cas très difficile, de trouver en France du riz, du soja, du thé, du café, des fruits tropicaux qui sont devenus habituels. Aujourd'hui, vous prenez une salade de fruits, vous avez des fruits tropicaux partout dans les salades de fruits. Bon, évidemment, ils ne sont pas produits ici. Donc il y a à la fois un affranchissement aussi du côté du consommateur, au-delà de la question du prix, un affranchissement des saisons et des frontières. Et l'autre exemple, ce serait sur la pêche. Les pêcheurs sont aujourd'hui également inquiets. Et bien c'est la même chose. On a une insuffisance, notamment en raison des contraintes qui pèsent sur la pêche française par rapport aux autres, mais également une consommation de produits non français. Je vais vous en donner 4 qu'on consomme tout le temps. Saumon, cabillaud, thon et crevettes. Il n'y en a pas en France. Donc vous voyez que même dans la consommation, consommer français, c'est pas toujours possible par rapport aux habitudes qu'ont pris les consommateurs en France.
Alors, au-delà du prix, on comprend que si tous les Français voulaient consommer français, ça serait impossible, c'est ça? C'est le problème de fond parce que non seulement on n'a pas de politique protectionniste en France, hein, c'est pas un choix qui a été fait, mais les mesures qui sont envisagées, elles poussent, elles, plutôt à la décroissance. On l'a vu notamment. J'avais dans une le question discours. avant, ça vous embête pas? Je reviens On sur ma repasse question. sur les Oui, questions. parce que j'allais dire que ce serait alors impossible sur ce que savent faire et produire nos agriculteurs en France au minimum. Oui, alors là, c'est la question du déclin de la production nationale. Justement, je vous disais, il y a un déclin de la production. Et on va reprendre l'exemple des fruits qui sont produits en France, qu'on sait produire, la cerise, la pêche, la pomme ou la poire. Sur ces fruits-là, il y a un recul de 17% en seulement 10 ans. Or, la raison de cette baisse de production, ce n'est pas la baisse de la consommation, mais la raison des normes et des exigences qui pèsent sur ces producteurs-là. Mais puisque la consommation reste la même, eh bien, on compense par des importations et donc ça provoque la mort de la filière. Pourquoi ? Parce que les importations avec des exigences moindres, avec un coût du travail moindre, coûtent beaucoup moins cher. Donc, naturellement, on se reporte là-dessus et c'est absolument évident, par exemple, justement dans les produits transformés, avant même le consommateur directement, dans les produits transformés. Alors, je prends un exemple, il y a un produit qui est, par exemple, sur la pomme, prenons l'exemple de la pomme, un produit qui est interdit par l'Europe à partir de 2026. L'alternative à ce produit qui est proposé par l'Europe, elle est déjà interdite en France aujourd'hui. Seulement en Pologne, aujourd'hui en France, c'est limité, vous avez 300 molécules qui sont autorisées sur les pommes. En Pologne, par exemple, c'est 450. Et par ailleurs, le coût du travail en Pologne est beaucoup plus faible qu'en France. Résultat, aujourd'hui, la pomme française coûte le double de la pomme polonaise en France. Donc, comment dire, à partir du moment où vous allez fabriquer de la compote, des tartes qui sont déjà faites et qui sont vendues en produits transformés, eh bien, toutes les pommes qui sont utilisées sont évidemment beaucoup plus polonaises que françaises. Parce qu'évidemment, nous, l'agriculteur, on se dit, bon, moi, je vais aller demain acheter mes pommes, je vais faire bien attention qu'elles soient françaises. Vous imaginez que le gros de la consommation, il se fait aussi sur ce terrain-là. Et par ailleurs, et les agriculteurs le disent souvent, l'étiquetage est extrêmement opaque et donc très trompeur. Parce qu'avec une pomme, si votre compote, elle est fabriquée en France, la pomme, elle peut être polonaise, vous ne le voyez pas sur l'étiquette. Je résume à gros traits, mais concrètement, l'étiquetage est très trompeur, même quand vous voulez bien faire. Et il y a un rapport. Alors, je vous parlais du coût du travail, parce que c'est pareil, on parle beaucoup des normes. Le coût du travail, alors c'est un rapport de France Agrimaire qui dit la main-d'œuvre, elle est 1,7 fois plus chère en France qu'en Espagne, 11 fois plus qu'en Pologne, 70 fois plus qu'au Maroc. Bon, bah là, vous ajoutez ça au manque de normes, aux normes inférieures, on va dire, dans ces pays-là, et vous ne pouvez pas avoir une concurrence qui soit correcte. Et alors, l'autre exemple, évident, je vais le faire rapidement, mais l'autre exemple éclatant, c'est le poulet. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment avec la question ukrainienne. Mais un seul exemple, il y a une nouvelle directive qui date de novembre, là, une nouvelle directive européenne qui abaisse le seuil à 21 500, je sais pas comment dire, volailles par an, par ferme. Aujourd'hui, c'était 40 000 jusqu'à maintenant. Toutes les exploitations concernées, elles doivent faire les travaux pour faire la mise aux normes. Ce sont des travaux qui coûtent cher. Pendant le même temps, vous avez cette discussion au niveau européen qui n'a pas abouti sur la clause de réciprocité. Donc, dans le même temps, vous avez une augmentation de 74% de l'importation de volailles ukrainiennes l'année dernière. Mais en Ukraine, vous avez les fermes, elles sont détenues en gros par un gros complexe, on va dire, qui fait ces fermes. Une seule ferme en Ukraine, d'où viennent ces poulets-là, je ne vous parle même pas des normes et des produits qui sont utilisés, c'est 440 000 tonnes de poulets qui sortent par an. Alors, évidemment, quand vous réduisez les droits de douane, vous avez à la fin, avec la main-d'œuvre, encore une fois, un poulet qui vaut 4 € en France, hein, et le poulet français, il en vaut 8. Et ben, vous ne pouvez pas vous en sortir avec de tels modèles. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que même si le consommateur veut consommer français, il ne peut pas, il n'a pas l'information, on n'y arrive pas et que c'est impossible finalement de consommer français. Parce que souvent ces derniers temps, on se dit que oui, mais on n'a qu'à payer un peu plus cher, on va y arriver, on peut sauver les agriculteurs en payant plus cher. C'est pas possible finalement. Alors il y a quelque chose qui est possible, c'est à l'échelle individuelle. Je parlais tout à l'heure par exemple de l'éducation à manger, ne serait-ce que les saisons, respecter les saisons, ce qui collerait beaucoup plus à ce que sont capables de faire nos agriculteurs. Vérifier quand vous achetez individuellement les fruits, les légumes, la viande, quand vous avez les moyens de le faire aussi, évidemment, de le faire, en tout cas de faire cet effort-là de temps en temps. Mais encore une fois, c'est à l'échelle globale. Il faut comprendre que c'est un modèle, on va dire, qui pousse
à la décroissance. Je vous ai pris des exemples extrêmement précis. Tout à l'heure, Dimitri nous parlait de la question des betteraves et de ce fameux, là encore une fois, c'est la question de l'insecticide qui a été interdit. L'Union européenne, je vous reprends un dernier exemple pour bien comprendre que le modèle pousse à consommer autre chose que français, c'est que l'Union européenne a interdit 3 substances. Elle en a autorisé une 4e. La France a interdit la 4e substance à mettre sur les betteraves. Et la France, à l'époque, c'était en 2016, a dit on va privilégier l'alternative. Sauf que l'alternative, c'est une bonne chose en soi, elle n'existait pas encore. Et elle n'existe pas. Donc, les producteurs de betteraves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu des cultures ravagées la première année, un rendement catastrophique. Alors là, le gouvernement français a dit finalement, on va faire une dérogation temporaire. C'est vous dire à quel point, par ailleurs, c'est une religion à laquelle on s'adapte de manière assez circonstancielle. Donc la dérogation temporaire, Bruxelles a dit non. Donc résultat, au bout de 5 ans, vous avez un rendement qui est catastrophique et 5 usines qui ferment. 5 usines, pour chacune, c'est 700 à 900 tonnes de production de sucre. Eh bien, le sucre, immédiatement, il est importé. Il est importé notamment en Ukraine. Alors, en Ukraine, vous avez des plantations OGM. Vous avez un enrobage par néonicotinoïdes, nicotinoïdes, voilà, j'ai raté, qui est total de la fleur de betterave. Vous avez les molécules fongicides qui sont interdites depuis des années en Europe, qui sont utilisées là-bas. Mais toutes ces tonnes de sucre qui vous manquent et de betterave qui vous manquent, vous les importez quand même. Eh bien, résultat, vous avez une habitude de consommation, notamment sur la question du prix, au niveau global, pas individuel, qui impose des habitudes de consommation qui se font au détriment de nos agriculteurs. C'est là que se nicherait normalement une politique beaucoup plus protectionniste, parce que vous finissez par encourager par ailleurs un modèle qui est l'exact contraire de celui que vous prétendez défendre en imposant toutes ces contraintes à vos agriculteurs. Donc tout le monde est perdant à la fin, même la planète, je tiens à le préciser. Et vous venez de nous démontrer que même si, on ne peut pas reporter la responsabilité sur le consommateur, parce que même s'il veut... Pas seulement, il peut faire des efforts à l'échelle individuelle, mais le modèle, clairement, là, il y a du boulot.